Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Alors non, ce n'est pas le nouveau décor de notre studio, mais c'est un nouveau cadre que vous allez vous aussi bientôt pouvoir découvrir. C'est un café du centre-ville de Sarreguemines, mais je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Et puis en attendant l'arrivée de Flora Lembry qui va me rejoindre pour commenter l'actualité de la semaine, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, on fait le tour de l'actualité de la semaine dans Bref de comptoir. Retour sur la saga Kids United. Mosaïque a suivi Erza et ses camarades jusqu'à Paris, aux Folies Bergères. Une journée pleine de surprises. Côté culture, Fabienne Leron, directrice du Carreau de Forbach, est venue présenter la nouvelle programmation à l'occasion des 20 ans de la scène nationale. À Sarreguemines, la saison culturelle a démarré et les abonnés étaient au rendez-vous. Certains spectacles sont même déjà complets. Céleste Lett était également notre invité pour cette semaine de conseil municipal. Il a notamment précisé son avenir politique. Un témoignage fort, Fabrice Quilbourg est venu sur le plateau de Mosaïque évoquer ses inquiétudes quant à la crise agricole. Enfin, Entre les lignes est de retour pour notre deuxième partie d'émission. Kevin Guriot célèbre l'anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France dans un roman historique. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour ce week-end, on oublie les sensations estivales pour retrouver des sensations automnales. En matinée, on aura droit à un temps couvert et pluvieux, mais l'après-midi, le ciel redevient plus lumineux avec quelques éclaircies à la clé. Mais une nouvelle offensive nuageuse gagne nos régions en fin de journée. La baisse des températures se poursuit avec de 10 à 12 degrés attendus au lever du jour et seulement de 18 à 20 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 17 septembre, nous fêtons les Renault. Le soleil nous accompagnera de 7h12 à 19h39. Je vous souhaite à tous tout de même une excellente fin de semaine, à très vite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Salut Flora! Salut Julia. Alors, prête pour un nouveau point sur l'actu cette semaine? Eh ben oui, on en profite dans un nouveau cadre. Tout à fait, d'autant que cette semaine, tu nous as fait une grosse surprise. On va vraiment commencer par ça. Tu as pu suivre Erza et les Kids United à Paris. Ouais, c'était chouette, c'était une super aventure. Alors c'est vrai que j'en avais parlé déjà la semaine dernière, je l'avais dit à demi-mot sans le dire, parce que bien évidemment c'était une surprise pour eux. Moi je savais qu'ils allaient recevoir le disque de diamant, que la remise officielle allait avoir lieu, et c'est pour ça, bien évidemment, que j'y suis allée. Mais on n'avait pas le droit de le dévoiler pour que ça reste une surprise pour les enfants et un vrai bonheur, une vraie émotion. Mais c'était vraiment super sympa. Regarde. La tradition voici les disques de diamant en fait, qui symbolisent les 500 000 exemplaires vendus du premier album. Donc un grand bravo à vous. Un grand bravo pour toute cette belle année qu'on a passée ensemble. Et sachant que le deuxième album est déjà rentré numéro 1 du top 50, l'aventure continue. Déjà, je m'attendais pas du tout à ça, en fait, d'avoir le disque de diamant. Et quand je l'ai eu, j'ai pas du tout réalisé, j'étais choquée, j'ai failli pleurer, mais j'ai essayé de retenir mes larmes. Et c'est quelque chose de magique que je garderai tout le temps, et voilà. Donc oui, c'était de l'émotion, mais effectivement que du bonheur, des grands sourires, grande fête aussi. Et puis du coup, c'est de super bon augure pour leur second album. Et je dis effectivement le second et pas le deuxième, puisque c'est le dernier album des Kids United. Il ne faut pas oublier que les kids, certains nous seront bientôt, voire commencent déjà à ne plus être des kids. donc c'est le dernier. Moi, côté toujours dans le milieu du spectacle, moi j'ai rencontré Fabienne Leron. Elle est venue sur notre plateau cette semaine et elle est venue en fait nous présenter la programmation du Carreau pour cette année. Alors je te montre un petit peu ce qu'elle nous dit.
c'est la première saison aussi que je programme au Carreau à Forbach, à la scène nationale. Et donc le 17 septembre, nous ouvrons la saison et nous fêtons les 20 ans du Carreau avec un spectacle énorme à 19h, La face cachée de la lune de Thierry Ballas par le collectif Inouï. Ils reprennent en fait tout l'album des Pink Floyd, bruitage compris, tout se voit, tout se fait en direct au plateau. Et donc ça, c'est demain au Carreau à Forbach. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, elle dit deux choses importantes. Elle dit que c'est les 20 ans du Carreau. Donc c'est un challenge pour elle. Et parce qu'en plus de ça, c'est sa première programmation en tant que directrice. Mais oui, parce qu'elle a pris le relais de Frédéric Simon, qui est parti à Strasbourg, au Théâtre du Maillon, qui est là, du coup, une scène européenne, carrément, plus une scène nationale. Mais c'est vrai qu'elle lui a succédé, elle a pris en route la programmation que lui avait organisée. Et là, du coup, c'est ça première. Voilà. Donc on va voir sa patte personnelle. C'est ça, elle y a mis un peu sa patte. Il y a pas mal de spectacles d'humour qui mêlent un peu musique et théâtre. Et puis aussi dédié à un public jeune, parce que c'est finalement un peu sa spécialité. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend pour cette programmation-là. Donc du coup, on peut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au Carreau ? Oui, là, cette fois-ci, cette année, ça va. On a eu des doutes il y a quelques années. Et là, bon, non, elle dit que ça va. D'ailleurs, il y a même des travaux, un projet de travaux qui est en cours. Et là, l'objectif, c'est carrément de créer une nouvelle salle pour accueillir du public, et avoir un peu plus de spectacles. Donc non, tout va bien pour le moment. Ouais, c'est génial. Et effectivement, moi qui ai vécu à l'époque toutes les manifestations qui avaient eu lieu pour soutenir le Carreau, parce que a priori, ça risquait de ne plus être une scène nationale, que du coup, il n'y allait plus y avoir de scène nationale dans le secteur, puisque c'est la scène nationale de Forbach, mais aussi de toute la Moselle-Est. Donc ouais, c'est bien, c'est sympa, ça fait plaisir. Dans le même sens, autre événement culturel qui fonctionne bien, qui a cartonné cette semaine, c'est le lancement de la saison culturelle de Sarreguemines, avec bien sûr, comme d'habitude, les files d'attente pour le début des abonnements. Regarde. Priorité aux abonnés, ce sont eux qui ont pu acheter les billets les premiers, soit sur Internet, soit en se rendant physiquement à l'hôtel de ville. Ces amateurs de culture déboursaient 60 € afin d'acheter des billets pour 3 spectacles, 90 pour assister à 5 soirées ou 150 € pour 10 spectacles. Les premiers arrivés étaient les premiers servis. Ce sont près de 700 abonnements qui ont été vendus hier. Cela représente plus de 3100 places, achetées majoritairement sur Internet. Donc ça, c'était l'ouverture de la billetterie mardi, qui était réservée à ceux qui prenaient des abonnements, donc 3, 5 ou 10 spectacles. Depuis mercredi, on peut aussi aller simplement acheter des places pour 1 ou 2 spectacles, la billetterie individuelle. Sachant qu'il faut se dépêcher parce que de toute façon, c'est déjà trop tard pour certains spectacles. Et ouais. Il y a une pièce de théâtre qui est déjà complète, il y a le one-man show de Patrick Timsit, ça y est, c'est complet, ça n'était pas le premier jour à l'issue des abonnements, mais maintenant, ça y est, c'est complet. Alex Lutz aussi, c'est complet. Bérangère Krief, il reste quelques places, mais il faut vraiment se dépêcher. Presque victime de leur succès finalement. Ouais, ça va bien à Sarreguemines. Justement, restons sur Sarreguemines, tu as reçu aussi Céleste Lett cette semaine, et là, alors, il est venu un petit peu éclaircir l'ombre qui planait au-dessus de son mandat, donc voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai proposé en fait à la ville de Sarreguemines, c'est que chaque lendemain de conseil municipal, puisque le conseil municipal a lieu le lundi soir, que à chaque fois le lendemain, le mardi, l'invité politique qu'on a désormais le mardi sur Mosaïque soit quelqu'un du conseil municipal pour revenir sur un des points du conseil et bien sûr pour répondre aussi à d'autres questions. Et la question évidente pour Céleste Lett, qui a profité du fait qu'il n'y avait pas encore la rentrée à l'Assemblée nationale pour être libre et pour venir. La question évidente, c'était bien évidemment, la loi sur le non-cumul des mandats, il va falloir choisir. Vous choisissez quoi? Alors voici sa réponse. Une chose est sûre, c'est que je me présenterai, si Dieu le veut, aux élections législatives. Et si la loi ne change pas, forcément, c'est le mandat pour lequel vous êtes élu en dernier que vous devez garder. Il n'y a plus le choix, c'est ce que je souhaitais expliquer aux citoyens. Il n'y a plus le choix, la loi sur le cumul des mandats l'interdit. Donc si je suis élu député, sauf si la loi devait changer, mais si je suis élu député, bien forcément, le mandat de maire, 5 semaines plus tard, tombe. Donc ça y est, c'est officiel, il le dit enfin réellement haut et fort, parce que c'était parfois à demi-mot. Donc c'est sûr, il va se présenter bien évidemment aux prochaines législatives.
S'il est réélu, du coup, il ne sera que député, plus maire. Après, le conseil municipal devra élire un nouveau maire. Effectivement. Bon, on va suivre ça de nouveau de très près. Hein. En notant quand même qu'il dit au passage si la loi ne change pas. Parce qu'effectivement, en cas de changement au niveau du président, au niveau de la majorité gouvernementale, rien n'empêche qu'un nouveau président, qu'un nouveau gouvernement décide de revenir en arrière sur cette loi sur le non-cumul. Je ne suis pas sûre que ça serait très bien perçu par la population, mais en tout cas, ça ferait pas mal d'adeptes aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, puisqu'il y a beaucoup de cumulards. Et il y a un témoignage aussi qui m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est un témoignage concernant la crise agricole. Donc là, c'était Fabrice Kilbourg qui est venu s'exprimer. Donc c'était assez fort. C'était hier. Je voulais qu'il nous en parle un petit peu parce qu'effectivement, on dit toujours, ces dernières années, on a beaucoup parlé de crise au niveau des éleveurs, le coût de la viande. On a beaucoup parlé, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois, de la crise du lait. Et là, en fait, a priori, c'est plus grave. En tout cas, c'est ce qu'il est venu dire. Tous les secteurs sont touchés, aussi bien les céréales que la viande que le lait, qui sont les 3 productions majeures dans notre département. On rajoute à ça les aléas climatiques de cette année, avec un printemps très humide et maintenant une sécheresse. Alors, qu'on conjugue tout ça, c'est vrai que ça fait une crise très très profonde qu'on n'a jamais vraiment vue jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours une production qui se démarquait, qui permettait de combler un peu le déficit de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et lui, il est très pessimiste, voire affolant. C'est-à-dire qu'il dit que énormément d'exploitations ont du mal, que beaucoup auront tellement de mal qu'elles vont devoir réagir de manière complètement drastique en mettant la clé sous la porte. Et il va plus loin, il a peur qu'il y ait une recrudescence de suicides au sein des agriculteurs. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, il y en a régulièrement. Alors, c'est toujours compliqué de dire à quel point c'était à cause du métier, de la situation pour les agriculteurs, et puis à quel point c'est tout le reste qui a joué. Mais il a peur qu'il y en ait pas mal, et il va falloir un peu trouver des solutions, et en étant en même temps pas convaincu par ce que peut proposer l'Europe, parce que eux, ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des subventions, que ce soit sous forme d'aides européennes ou quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que leur production soit payée correctement, soit payée à sa juste valeur. Finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué sauf que dans le monde du capitalisme, avec la concurrence des autres pays, etc., c'est compliqué, quoi. Bon, on espère quand même que la semaine prochaine, on aura des infos un peu plus réjouissantes. Hein. C'est clair, on espère. Et bien évidemment, on le souhaite à tous les corps de métier. Et donc, on se retrouve vendredi. Ah bah oui, fidèle au rendez-vous. Et c'est super. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. 4e journée de championnat de CFA2. Samedi, le Sarreguemines FC reçoit Sarre-Union sur la pelouse de la Blise. Rendez-vous en direct sur Mosaïque.
Plus de sport, c'est samedi à 17h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Entre les lignes fait sa rentrée sur Mosaïque. Aujourd'hui, il va être question du 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France. Et pour raconter cette période, Kevin Guriot est venu à la rencontre de Marianne Gabriel. Entre les lignes, c'est tout de suite. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant un très bon week-end. À lundi. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Firsch Menuiserie. Né à Metz, Kevin Guriot est lorrain et fier de l'être. Les albums de Jean Morette furent les livres de chevet de son enfance et il ne se passait pas un jour chômé sans qu'il enfourche son vélo pour partir à la recherche des richesses patrimoniales du canton. À l'issue de ses études, il s'oriente vers l'enseignement de l'histoire géo et tout naturellement, il prend la plume pour transmettre et partager sa passion de la Lorraine. Au même titre que la lecture et l'écriture, la peinture à l'aquarelle et l'enluminure figurent parmi ses passe-temps favoris. Il s'est lancé dans un vaste projet de traverser chacune des anciennes provinces françaises pour y réaliser, avec plumes et pinceaux, un petit carnet de voyage. Bonjour et bienvenue entre les lignes. Bonjour, Kevin Guriot. Bonjour. Alors, comme on l'a entendu, vous êtes un acteur engagé dans la promotion du patrimoine et de l'histoire de la Lorraine. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, le dernier, enfin un des derniers, des précédents, donc Quand la Lorraine sera française. Tout à fait. Il retrace les 3 dernières années du règne de Stanislas Leśniczki au duché de Lorraine, à la cour de Lunéville. Alors, c'est une ambiance de fin de règne. Alors, effectivement, Stanislas Leśniczki est souvent présenté comme le dernier duc de Lorraine. Ce qui est vrai et faux à la fois, puisque ce n'est pas le dernier duc légitime. Le dernier duc de la maison ducale de Lorraine, c'est François III, qui renonce au duché en 1737 pour faire place à Stanislas. Et puis en même temps, François III, justement, va devenir François II de Toscane, puis François Ier du Saint-Empire germanique, et va donner naissance à une dynastie qui existe toujours aujourd'hui, celle des Habsbourg-Lorraine. Mais pour autant, Stanislas, qui est peut-être le moins lorrain de tous nos ducs, puisqu'il est originaire de Pologne, est celui qui va vraiment s'enraciner dans le cœur des Lorrains, puisqu'aujourd'hui, quand on demande quel est le duc de Lorraine le plus connu, la plupart des Lorrains répondent Stanislas, effectivement. C'est le dernier, c'est un roi de Pologne déchu, c'est le beau-père de Louis XV. Oui. Mais quel rôle a-t-il exactement dans ce duché ? Alors il a un rôle qui est un petit peu ambigu, justement, puisque lorsque Stanislas va prendre possession des duchés, il faut même en parler au pluriel, puisqu'il règne à la fois sur le duché de Lorraine et le duché de Bar, il n'a pas la totalité du pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, l'exercice réel, effectif du pouvoir est confié à un intendant, en l'occurrence Antoine Martin Chaumont de la Galésière, et Stanislas va se contenter de piocher dans sa cassette personnelle pour essayer de faire des actes de bienfaisance en Lorraine. On lui doit un certain nombre d'hôpitaux, d'établissements de charité, la création de l'Académie des sciences et belles-lettres qui par la suite prendra son nom. On lui doit également un vaste projet urbanistique pour Nancy, avec cette place royale qui, par la suite, justement, prendra le nom de place Stanislas. Rappelons aussi que la cour de Lunéville est une des plus belles cours d'Europe. Oui, c'est une cour qui est très brillante pour l'époque, bien que la Lorraine soit un petit État sur l'échiquier géopolitique du XVIIIe siècle. Elle va réussir à attirer un certain nombre d'artistes à l'époque. Voltaire, par exemple, va passer à la cour de Lunéville, Diderot également. On va avoir tout un tas de philosophes des Lumières qui vont faire escale à Lunéville auprès de Sa Majesté polonaise, comme on disait à l'époque. Alors les 3 dernières années, c'est 1764, 65, 66. Le roi est vieux, il a 88 ans. Oui. Et donc, comment est l'ambiance de la cour à ce moment-là ? Alors, il y a une ambiance qui est très particulière et qui nous est notamment relatée dans le journal de Nicolas Durival, un très beau document manuscrit qui est conservé à la bibliothèque municipale de Nancy et qui nous tient au courant de ce qui se passait à l'époque à la cour. Donc, on a effectivement un vieux monarque qui est souffrant, qui est obèse, qui ne voit quasiment
absolument plus, qui se contentent de griffonner les signatures sur les actes officiels. Certaines sources nous disent même que lorsqu'il allait pêcher dans la Vesouse, on accrochait le poisson au bout de la ligne pour lui faire croire qu'il allait revenir avec quelques prises. Effectivement, il y a une ambiance qui est un petit peu terne, d'autant plus qu'en Lorraine, les officiers ducaux savent que la mort de Stanislas, conformément au traité signé au début du siècle, signera la réunion ou le rattachement, on peut dire comme on veut, de la Lorraine à la France. En fait. Voilà. Et quelle empreinte est-ce qu'il a laissée dans le cœur des Lorrains? Alors c'est une empreinte qui elle aussi est assez curieuse, assez controversée, puisqu'au début du règne, Stanislas est clairement le mal-aimé, l'usurpateur, celui qui vient prendre possession des duchés en lieu et place de l'ancienne dynastie ducale. Et puis petit à petit, grâce à ses actes de bienfaisance, il va réussir vraiment à s'attacher le cœur des Lorrains. D'ailleurs aujourd'hui, si on va place Stanislas, sur le piédestal de la statue où trône ce roi de Pologne, 2 fois déchu de son trône en effet, eh bien on lit à Stanislas le bienfaisant, la Lorraine reconnaissante. Et lui-même, comment qu'il a vécu son intronisation en tant que duc de Lorraine? Il était assez méfiant au début et en même temps la grande question va être comment s'attacher la fidélité et l'amour des Lorrains. On sait que Stanislas... Il en a souffert un peu de ce manque d'amour? Alors il en a souffert surtout pendant les 3 dernières années de son règne et de sa vie, puisqu'il y a une anecdote qui est relatée dans l'ouvrage et qui est vraie quand on regarde les archives de l'époque. À la mort donc, de François III, donc l'ancien duc de Lorraine, qui meurt donc en Autriche en 1765, au mois d'août 1765, Stanislas va un petit peu s'offusquer du fait que les Lorrains multiplient les prières, les messes, les requiems dans les églises des duchés. Il se dit mais c'est curieux, ça fait quand même 30 ans quasiment que je règne sur la Lorraine et les Lorrains restent attachés à leur ancien maître. Donc il va un petit peu prendre la mouche, mais les Lorrains sauront le lui rendre par la suite. Votre livre se présente sous forme d'échanges épistolaires entre Nicolas Jean-Baptiste Durival et son frère aîné. Et d'un autre côté, il y a une présentation, c'est une fresque sociale, je dirais, de la Lorraine sous Stanislas. Effectivement, on a une alternance entre les chapitres impairs qui se passent dans un petit village du Lunévillois, Bosemont en l'occurrence, et les chapitres pairs qui, pour le coup, nous permettent de voir la relation épistolaire qui a réellement existé, même si j'ai pris quelques libertés évidemment avec les documents d'archives, entre Nicolas Luton Durival et son frère Jean-Baptiste Durival. L'idée, c'était, à travers ces lettres, de montrer aussi la manière dont on communique au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières, on écrit énormément, on se pose beaucoup de questions sur le monde qui nous entoure, les philosophes veulent apporter le progrès et le bonheur à l'humanité. Et puis d'un autre côté, comme un autre monde, ou l'autre côté d'un miroir un petit peu imaginaire, on a donc cette famille de paysans, la famille Collin, qui vit vraiment au rythme lent et régulier des travaux des champs, et on les suit dans les moissons, dans les vendanges, au rythme des saisons. Alors donc, un accident de cheminée va précipiter la mort du roi. La rumeur, elle court très vite. Comment les Lorrains vont apprécier cet événement-là? Est-ce qu'ils ont peur de basculer totalement vers le royaume de France? Alors, la mort de Stanislas est en effet un événement qui est plus que romanesque. C'est pour ça que je voulais aussi la traiter dans le roman, parce qu'il avait lui-même le pressentiment de mourir par le feu, puisqu'il avait dit à un de ses officiers « J'ai failli mourir noyé, j'ai failli mourir éventré, il ne me reste plus qu'à mourir par le feu ». Effectivement, au matin du 5 février 1766, Stanislas va faire une chute devant sa cheminée, sa robe de chambre que lui avait offerte sa fille, la reine de France, va prendre feu et on va réussir à contenir l'incendie, mais en tout cas le roi de Pologne va être quand même sérieusement amoché. Et la nouvelle circule très très vite. Oui. De nombreux Lorrains vont venir à Lunéville pour assister le duc dans ses derniers instants, et l'ouvrage de Gaston Maugrat sur les dernières années de la cour de Lunéville s'en fait remarquablement l'écho. Et puis
chez les Lorrains, pour répondre à la question, on a un petit peu un double... oui, on a la crainte de devenir français, mais la crainte est surtout justifiée du fait que sous le règne de Stanislas, on a vu les impôts augmenter de manière franchement éhontée, avec un premier 20e, puis un second 20e, l'instauration de la milice. Tous les jeunes gens qui ne sont pas mariés doivent être enrôlés dans la milice. Donc on a vraiment une série de mesures impopulaires qui d'ailleurs vont être décriées dans les années 1750. Et ça, les Lorrains craignent vraiment. Alors, est-ce que la mort de Stanislas va signer la mort de la Lorraine? Écoutez. Si la réunion de la Lorraine à la France a signé la fin des duchés, elle ne signe pas la fin de son peuple. Le mot Lorraine continue et continuera d'exister, quelles qu'en soient ses destinées. Les chardons continueront de pousser le long des routes de Lorraine, et pour ceux qui s'y frotteront, ils ne cesseront point de piquer. Les alérions continueront de voler sur le vitrail de l'église des Cordeliers, et il est certain que des croix de Lorraine continueront d'orner les registres paroissiaux et les coups de nos jeunes filles. On ne tue pas une nation si riche de symboles. On n'efface pas non plus 7 siècles d'indépendance intelligente, à défaut d'avoir été toujours prospère. Enfin, tant que le peuple gardera dans son cœur une idée assez noble de ce que doit être la Lorraine, cette dernière continuera encore d'exister. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une identité lorraine ? Je pense qu'il y a bel et bien une identité lorraine, même si elle n'est pas forcément revendiquée par les Lorrains. On parle souvent d'une... Identité alsacienne, ça ? Alors effectivement, c'est ce que je me plais à répéter dans les conférences ou dans certains de mes écrits. La Lorraine est riche d'une identité complexe, puisqu'elle n'a jamais vraiment eu d'unité géographique entre le pays de Bitche, le Barrois, la Wavre ou même le pays de Remiremont. Et en même temps, cette identité complexe s'accompagne de complexes identitaires. Parce qu'effectivement, le Lorrain, contrairement à l'Alsacien, au Breton ou au Basque, ne va pas forcément revendiquer cette identité. Alors, pourquoi? C'est un grand mystère. Certainement que les 2 annexions, les drames qui se sont joués à l'époque contemporaine contribuent à créer une espèce de réserve chez le Lorrain. Cette barrière linguistique, on ne parle pas la même langue du nord au sud. D'ailleurs, quelle langue parlait-on sous Stanislas? Alors, la langue que l'on parle en Lorraine, effectivement, il faut en parler au pluriel, parce qu'à la cour, on va parler un français qui d'ailleurs est la langue européenne à l'époque, mais pour peu que l'on descende dans les couches sociales, on va s'apercevoir que les paysans parlent un patois qui, là encore, va accuser d'énormes variantes selon que l'on se trouve dans le Bas cynique, selon que l'on va se trouver dans le Verdunois, et là encore, le patois va être carrément germanique, pour peu qu'on franchisse l'Agnier et la Sarre, où là, dans l'ancien bailliage d'Allemagne, on parle carrément le plate, à l'époque. D'accord. Merci beaucoup, Kevin Guriot, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que votre livre « Quand la Lorraine sera française » est publié aux éditions du Quotidien. Et vous avez sorti un nouveau livre, donc « Le temps des Mirabelles ». Tout à fait. Qui parle ? Un petit recueil de 24 nouvelles, des récits d'enfance qui questionnent justement l'identité lorraine. Et qui sont donc publiés aux éditions des Parèges. Oui. Merci Kevin Guriot d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que Stanislas et sa femme reposent dans l'église Notre-Dame de Bon Secours à Nancy. Merci de votre écoute. À très bientôt entre les lignes.